Mon ex-mari m'a accusé de violence devant le tribunal, sans se douter que sa maîtresse était de mon côté. Mon ex-mari m'avait fait passer pour un véritable monstre devant le tribunal, ignorant totalement que sa maîtresse viendrait témoigner en ma faveur. Le jour de la bataille pour la garde, je suis entrée dans la salle d'audience en m'attendant à ce qu'il raconte n'importe quoi sur moi. Il avait menti tout au long de notre mariage, et je savais qu'il comptait se servir du traumatisme d'Amelia pour me faire passer pour une mauvaise mère. Quand il a pris la parole, les yeux soi-disant embués de larmes, il a commencé par « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour notre petite fille ». Le juge lui lançait des regards comme s'il avait devant lui un saint homme. Mon ex s'est essuyé les yeux, puis il s'est lancé dans une série de mensonges, prétendant qu'Amelia arrivait chez lui sale et affamée après être restée chez moi, qu'il avait même des preuves que je fréquentais des sites de rencontres et que des hommes inconnus venaient à la maison alors qu'Amelia y était. À ce moment-là, il a fait signe à son avocat, qui a sorti mes dossiers médicaux. « Regardez », a-t-il lancé, invitant le juge à consulter mon diagnostic de dépression et d'anxiété. La dépression, c'est terrible. Ça peut pousser quelqu'un à tout laisser tomber. Le juge hochait la tête, l'air de partager son avis, et il a carrément ajouté « Mais la dépression n'excuse pas de se comporter en monstre ». Il me dévisageait sévèrement. Avant même que j'aie le temps de réagir, mon ex s'est remis à pleurer, expliquant cette fois à quel point je faisais souffrir Amelia. Son avocat a brandi des photos de Bleu, qui venaient en fait d'un entraînement de lacrosse, ainsi qu'un enregistrement audio où Amelia, en pleurs, suppliait sa mère de ne pas la frapper. Le juge ne me quittait pas des yeux, impassible. Quand je croyais avoir touché le fond, mon ex en a rajouté une couche, allant jusqu'à prétendre que je ne me contentais pas de crier sur Amelia, mais que je la terrorisais physiquement et psychologiquement. Il s'est mis à me hurler dessus, racontant qu'il avait pleuré en me voyant enfermer Amelia dans un placard sombre pendant des heures pour la punir. Quand son avocat lui a demandé pourquoi il n'était jamais intervenu, il s'est écrié « Parce qu'elle me menaçait d'appeler la police pour dire que je tapais sur Amelia si j'essayais de l'aider. » Il était si hors de lui que le juge a dû lui ordonner de se calmer, et il s'est excusé, ajoutant « C'est que tout ça me bouleverse énormément. » Le juge hochait la tête, compréhensif. Puis le coup de théâtre est arrivé. Mon ex s'est littéralement effondré, sanglotant bruyamment, demandant un mouchoir et une pause pour reprendre ses esprits. Entre deux reniflements, il a sorti. Il y a autre chose. J'ai vendu le corps d'Amelia à des hommes contre de l'argent. J'étais sous le choc. C'était le plus gros ramassis de mensonges que j'ai jamais entendu. Et pourtant, il détaillait tout avec une précision terrifiante, allant jusqu'à raconter qu'Amelia serait arrivée chez lui nue, lui demandant si lui aussi allait lui faire ce que les amis de maman lui faisaient. Ses sanglots étaient tellement convaincants que j'en ai eu froid dans le dos. La seconde d'après, il quittait la barre, toujours en larmes, et Amelia prenait sa place. Elle avait passé beaucoup de temps chez son père ces derniers temps, alors je redoutais ce qui allait suivre. À la barre, elle semblait absente, parlait d'une voix mécanique, récitait des phrases bien trop adultes, racontant des horreurs sur moi, disant que je lui faisais du mal quand j'avais bu. Elle expliquait qu'elle priait pour que son père la sauve, parce qu'elle pensait qu'elle allait mourir si elle restait avec moi. Quand on lui a demandé si elle m'aimait, elle a simplement répondu qu'elle avait peur de moi. Pendant tout ce temps, mon ex-mari la fixait, la main sur le cœur, l'air fier, comme s'il admirait le courage de sa fille. Quand Amelia a eu fini, les avocats de mon ex ont demandé des mesures d'éloignement et une expertise psychiatrique, affirmant que la vie de ma fille était menacée et réclamant l'ouverture de poursuites pénales. Le dégoût du juge se lisait clairement sur son visage. Mon ex-mari m'a lancé un regard triomphant, comme pour savourer sa victoire. Mais ce qu'il ignorait, c'est que j'avais un atout de taille, mon unique témoin. Lorsque mon avocate a prononcé son nom, j'ai vu, presque en direct, le visage de mon ex-mari se décomposer. Il est passé du rôle du père en larmes à celui d'un homme furieux, stupéfait, bouleversé tout à la fois. Son avocat a tenté de s'opposer à son témoignage, mais le juge a refusé. La jeune femme s'est alors présentée comme étant sa compagne depuis 10 mois, révélant qu'ils étaient ensemble bien avant notre divorce. Elle a expliqué qu'après tout ce qu'elle avait vu chez lui, elle ne pouvait pas le laisser obtenir la garde d'Amelia. L'avocat de mon ex a encore tenté de minimiser son intervention, ce qui était ridicule vu la gravité de la situation. La jeune femme a alors sorti son téléphone et a montré au juge plusieurs vidéos. Mon ex frappant Amelia parce qu'elle avait renversé du jus, lui criant dessus jusqu'à ce qu'elle se recroqueville, ou, quelques heures à peine avant l'audience, lui apprenant à réciter des mensonges contre moi. La vidéo la plus accablante montrait Marcus frappant Amelia pour qu'elle puisse appeler et dire que c'était moi qui la frappais. Il voulait qu'elle pleure pour que ça paraisse crédible, et c'est pour ça qu'il utilisait sa ceinture. À peine la vidéo terminée, mon ex s'est levé, furieux, et s'est mis à hurler contre la jeune femme. « T'es censée être de mon côté, sale traîtresse !» Les agents de sécurité ont dû intervenir, et le juge a immédiatement suspendu l'audience. À la reprise, il m'a accordé la garde exclusive d'Amelia, avec effet immédiat, et a interdit tout droit de visite à mon ex. Il m'a même précisé que j'avais la possibilité de porter plainte au pénal. J'ai vu mon ex complètement déstabilisé lorsque le juge a frappé de son maillet. Les agents de sécurité l'ont escorté pour s'assurer qu'il ne nous approche plus. Dans le couloir, Amelia et moi nous sommes serrés dans les bras, soulagés. Mais ce moment de répit a été de courte durée, car à peine le temps de souffler, mon ex-mari s'est débattu pour échapper aux agents de sécurité, nous lançant « Ce n'est pas fini, je viendrai te voir demain ». Les agents ont aussitôt renforcé leur prise sur Marcus, qui continuait à se débattre. Je tenais Amelia tout contre moi, la sentant trembler de la tête aux pieds. Le couloir du tribunal me semblait soudain bien trop étroit, bien trop exposé. Des gens venus pour d'autres affaires nous observaient. Certains sortirent leur téléphone pour filmer. Le visage de Marcus était déformé par la colère, tandis que les agents le traînaient en arrière, sa veste de costume hors de prix déchirée à l'épaule à force de lutter. L'un des agents a parlé dans sa radio pour demander du renfort. J'ai attrapé la main d'Amelia et je l'ai entraînée vers la sortie. Mais la voix de Marcus résonnait encore dans le hall derrière nous, se répercutant sur les murs de marbre. Le chef de la sécurité du tribunal est arrivé au détour du couloir, a jeté un œil à la situation,
Puis il a fait signe à 2 agents de nous accompagner dans une salle d'attente sécurisée pendant qu'il gérait Marcus. Mes mains tremblaient quand j'ai signé la demande d'ordonnance d'éloignement d'urgence. Là, au tribunal même. La greffière m'a expliqué que c'était provisoire, 100 pieds seulement pour l'instant, en attendant de pouvoir déposer une demande définitive. Depuis son témoignage, Amelia n'avait pas dit un mot. Elle était à côté de moi dans la salle d'attente, à tripoter nerveusement un fil qui dépassait de son uniforme d'école. J'aurais voulu lui parler, lui demander ce que Marcus lui avait fait répéter, ou s'il y avait autre chose qu'on n'avait pas vu dans les vidéos, mais aucun mot ne franchissait mes lèvres. Une employée du tribunal est venue nous proposer de l'eau et des biscuits, mais ni l'une ni l'autre n'y avons touché. Au bout d'1 heure, un policier est venu prendre nos déclarations. Il nous a expliqué que Marcus avait été relâché, mais qu'il avait désormais l'obligation légale de rester à plus de 30 mètres de nous. L'agent m'a tendu sa carte, m'a conseillé de changer nos habitudes pour un temps et de bien noter tout incident. Mais déjà, mon esprit imaginait tous les endroits où Marcus savait pouvoir nous retrouver. On est sorti par une porte latérale, mes clés plantées dans la paume de ma main à force de les serrer. Dans le parking souterrain, le moindre bruit, la moindre ombre me mettait en alerte. Tout devenait suspect. Chaque pas qui claquait sur le béton me faisait sursauter. Je gardais Amelia près du mur, avançant prudemment en surveillant les alentours. Le trajet du retour m'a paru interminable, 2 fois plus long que d'habitude, car je ne cessais de jeter un œil dans les rétroviseurs et de multiplier les détours pour vérifier qu'on ne nous suivait pas. Ce n'est qu'à un feu rouge qu'Amelia a fini par m'adresser la parole. « Est-ce que papa va aller en prison ?» m'a-t-elle demandé. « Je ne sais pas encore, mais maintenant nous sommes en sécurité », lui ai-je assuré. Elle a hoché la tête sans grande conviction. Devant notre immeuble, il n'y avait presque aucune voiture. Il était à peine 15 heures, un mardi. J'ai fait 2 fois le tour du parking avant de me décider à me garer, vérifiant chaque véhicule. En montant, j'ai verrouillé la porte à double tour et mis la chaîne. L'appartement semblait changer, comme si les murs étaient devenus trop fins, les fenêtres trop exposées. J'ai baissé tous les volets pendant qu'Amelia filait dans sa chambre. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Mon avocate pour la suite des démarches, ma sœur qui voulait savoir comment ça s'était passé, mon patron soucieux de ma reprise. J'ai tout ignoré. La seule personne à qui j'avais envie de parler, c'était Diane, ma meilleure amie, celle qui avait gardé Amelia pendant certaines audiences. Elle a décroché sans attendre, déjà en larmes de soulagement quand je lui ai appris qu'on avait gagné. Ce soir-là, j'ai préparé les spaghettis préférés d'Amelia, histoire de retrouver un peu de normalité. Elle a joué avec sa fourchette plus qu'elle n'a mangé, peinant à avaler quelques minuscules bouchées. Le silence entre nous était chargé de tout ce qu'on n'arrivait pas encore à se dire. Quand elle a demandé à quitter la table, je l'ai laissée partir, même si son assiette était à peine entamée. J'ai fini par jeter le tout à la poubelle, l'appétit coupé moi aussi. L'appartement était étrangement silencieux quand Amelia s'est couchée. J'ai vérifié toutes les serrures une dernière fois avant de m'installer sur le canapé avec mon ordinateur, parcourant les sites de systèmes de sécurité hors de prix. Les plafonds de mes cartes de crédit étaient déjà explosés à cause des frais d'avocat. La bataille pour la garde avait tout englouti, même la promotion que j'espérais depuis 2 ans. Mon patron avait été patient au début, mais la patience a ses limites. Je devais être épuisée, car je me suis réveillée en sursaut, tirée du sommeil par la sonnerie du téléphone. 2h47, numéro inconnu. Je n'ai pas décroché, mais la personne a rappelé, puis encore. Au 4e appel, j'ai fini par répondre, prête à hurler à Marcus de nous laisser tranquilles. Mais c'était sa mère, en pleurs, la voix pâteuse, qui m'accusait d'avoir détruit sa famille. J'ai raccroché et bloqué le numéro, mais impossible de retrouver le sommeil ensuite. Le lendemain matin, Amelia traversait la routine comme un robot. Petit déjeuner, dents, habillage, tout se faisait machinalement. Je l'ai accompagnée jusqu'à sa classe, alors qu'habituellement je la laissais à l'entrée principale. Sa maîtresse m'a lancé un regard compatissant sans rien dire. Les gens finiraient bien par apprendre ce qui se passait. Après avoir déposé Amelia, je suis restée un moment sur le parking, à observer les autres parents qui allaient et venaient, des gens normaux avec des vies normales. Un message de Diane m'a rappelé qu'elle avait un entretien d'embauche l'après-midi même, et qu'elle avait besoin que je garde ses jumeaux, elle qui avait déjà pris des jours de maladie pour m'accompagner au tribunal, et dont le patron commençait à se poser des questions. Je lui ai répondu que bien sûr, je m'en occupais. Ensuite, direction le supermarché. Il nous manquait de tout. Je n'avais presque rien acheté pendant le procès. J'étais en train de comparer les prix des céréales quand j'ai ressenti ce frisson dans la nuque. Je me suis retournée. Tout au bout du rayon, il y avait Marcus, debout, un panier à la main, en train de regarder les sauces pour pâtes, bien à plus de 30 mètres de moi. Techniquement, il respectait la loi. Ma main s'est mise à trembler. La boîte de céréales préférée d'Amelia m'a échappé et s'est écrasée au sol dans un bruit sec. Une dame âgée m'a demandé si tout allait bien. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot, les yeux rivés sur Marcus. Il a levé les yeux au bruit, nos regards se sont croisés à distance. Il n'a rien laissé paraître, ni sourire, ni colère, juste ce regard froid, avant de se reporter sur les étiquettes de sauce. J'ai laissé mon chariot en plan et j'ai filé vers l'accueil. L'adolescente derrière le comptoir paraissait blasée, jusqu'à ce que j'essaie d'expliquer « Mais mon ex-mari fait ses courses ici aussi », ce qui sonnait pathétique, même à mes propres oreilles. Elle m'a suggéré d'essayer de ne pas traîner dans les mêmes rayons, mais j'avais juste envie de lui crier qu'elle ne comprenait rien. Après tout, il n'enfreignait pas la loi. Je suis partie sans rien acheter, attendant dans ma voiture jusqu'à ce que je voie Marcus sortir 20 minutes plus tard. Il chargeait ses courses dans son coffre, lentement, méthodiquement, la voiture garée bien en évidence. Ce n'était pas un hasard. Avec Marcus, rien n'était jamais laissé au hasard. Il est parti sans un regard pour moi, mais le message était limpide. L'ordonnance ne l'obligeait qu'à garder ses distances. Rien ne l'empêchait de rôder dans notre quotidien. Quand je suis passée chercher les jumeaux chez Diane, j'étais à fleur de peau. Elle m'a accueillie sur le pas de la porte, m'a serré fort en répétant ses remerciements. Son mari, lui, m'a à peine adressé un regard, a attrapé ses clés
et s'est éclipsée aussitôt. L'atmosphère était électrique. Impossible de ne pas sentir que mon histoire les affectait aussi. Diane a soufflé que ce n'était que le stress de sa recherche d'emploi. Mais on savait toutes les deux qu'il n'y avait pas que ça. Ce que je vivais empoisonnait tout autour de moi. Dans le salon, les jumeaux sautaient partout. Je tentais de les occuper comme je pouvais, mais mes mains tremblaient encore à cause de la rencontre au supermarché. À chaque voiture qui passait, je jetais un œil par la fenêtre. Marcus connaissait parfaitement l'adresse de Diane. Il était déjà venu ici pour des barbecues et des anniversaires. Les enfants n'arrêtaient-ils pas de demander pourquoi tonton Marcus ne venait plus jouer. L'entretien de Diane s'éternisait et ses messages devenaient de plus en plus fébriles à propos des bouchons et du stationnement. Je faisais de mon mieux pour la rassurer, mais la tension montait à mesure que l'heure de récupérer Amelia à l'école approchait. Je faisais les comptes, les trajets, les horaires, rien ne collait. Quand Diane a fini par rentrer, le visage marqué par la fatigue et les excuses, elle m'a pris les mains en me racontant que l'entretien avait duré bien plus longtemps que prévu, mais qu'elle pensait s'en être sortie. J'ai forcé un sourire, rassemblé mes affaires en vitesse. Elle a tout de suite remarqué mon empressement et s'est confondue en excuses, ajoutant qu'elle savait bien que j'avais beaucoup à gérer. Ces mots m'ont touché plus qu'elle ne l'imaginait. Aller chercher Amelia à l'école prend 17 minutes les bons jours. Il m'en restait 12. J'ai filé, me faufilant entre les voitures, surveillant à la fois les policiers et la fameuse berline grise de Marcus. D'autres parents étaient déjà alignés quand je me suis glissée dans la file. C'est là que je l'ai aperçu. Marcus, debout près de la grille, en pleine conversation avec 3 autres parents, l'air détendu, les mains qui s'animaient en parlant. Une mère lui a touché le bras avec compassion. Un père hochait la tête, captivé par ses histoires. Ils étaient à 30 mètres pile de l'entrée, la distance légale. Je serrais le volant à m'en blanchir les jointures. La file avançait au ralenti. Nos regards se sont croisés, il a fait un signe de la main, mais pas à moi, plutôt à quelqu'un derrière moi, comme s'il voulait détourner l'attention. Les autres parents ont suivi son regard, m'ont aperçu, puis se sont détournés aussitôt, soudain sur la défensive. Amelia est sortie avec sa classe, scrutant la file de voitures. Son visage s'est illuminé en voyant Marcus près de la grille. Elle a commencé à lui faire signe, puis s'est ravisée, le regard inquiet. Sa maîtresse l'a emmené jusqu'à la voiture, la main posée fermement sur son épaule. Marcus a crié quelque chose, mais je n'ai rien compris. Amelia s'est tournée tout entière vers sa voix. L'enseignante a ouvert la portière, l'a aidée à grimper à l'intérieur, son visage impassible mais gestes rapides, comme pour nous faire partir plus vite. En m'éloignant, j'ai lancé un dernier regard à Marcus dans le rétroviseur, toujours là à discuter, toujours à jouer les victimes. À la maison, Amelia a filé dans sa chambre sans un mot. J'ai commencé à préparer le dîner, découpant les légumes avec bien trop d'énergie. Mon téléphone a sonné, la conseillère scolaire. Elle m'a expliqué qu'Amelia avait eu des comportements préoccupants, qu'elle était refermée, ne mangeait plus à la cantine, demandait sans cesse quand son père viendrait la chercher. Elle m'a proposé un rendez-vous. À peine le temps d'acquiescer que le gardien a frappé à la porte. Des plaintes pour tapage, m'a-t-il lancé. Des cris à des heures étranges, des portes qui claquent, des objets cassés. Je n'avais rien cassé, je n'avais pas crié. Pourtant, 3 voisins avaient appelé. Il m'a remis un avertissement officiel. La prochaine fois, ce serait la procédure d'expulsion. Mon téléphone a vibré à nouveau. Message de mon patron. Heures supplémentaires obligatoires ce week-end. Le dossier Peterson m'attendait. J'étais déjà en retard à cause de mes absences au tribunal. Pas d'exception. J'ai fixé l'écran, songeant à des frais de garde que je ne pouvais pas assumer. J'ai pris la seule décision possible. Appeler le centre périscolaire pour inscrire Amelia en horaire prolongé. La coordinatrice a été compréhensive quand je lui ai expliqué que j'avais besoin d'une garde jusqu'à 18h samedi et dimanche. Elle m'a dit que d'autres parents seuls étaient dans la même galère. Le montant m'a donné la nausée. Mais avais-je le choix? Ce week-end-là, j'ai déposé Amelia au centre dès le matin. Elle traînait son sac à dos, les épaules basses, tandis que les autres enfants couraient partout, tout excités. Elle restait plantée là, toute petite, perdue. Je l'ai embrassée sur le front, lui ai promis de revenir dès que possible. Au bureau, il n'y avait que moi et l'équipe de ménage. Je me suis noyée dans les tableaux Excel et les mails, tentant de rattraper mon retard. Impossible de rester concentrée, chaque notification me faisait sursauter, chaque pas dans le couloir me faisait battre le cœur à toute allure. Je surveillais le parking, persuadée d'y voir la voiture de Marcus à tout moment. Vers 14h, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, une photo de la cour du centre, Amelia assise toute seule sur un banc, les autres enfants jouant plus loin. L'angle montrait clairement que la photo avait été prise depuis le trottoir public, avec la distance exacte des 30 mètres réglementaires. J'ai supprimé le message, bloqué le numéro, les mains tremblantes. J'ai quitté le bureau plus tôt que prévu et foncé récupérer Amelia. La directrice m'attendait à la porte, visiblement préoccupée. Elle m'a expliqué qu'un homme était resté de l'autre côté de la rue pendant près d'1 heure à observer les enfants. Quand l'équipe est allée lui parler, il a simplement répondu qu'il profitait du parc public. Impossible d'agir tant qu'il restait sur l'espace public. Sur le chemin du retour, Amelia est restée muette. Quand je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, elle a haussé les épaules. J'ai voulu savoir si quelqu'un l'avait embêtée. Elle a fait non de la tête. Mais sans arrêt, ses yeux cherchèrent les rétroviseurs, surveillant les voitures derrière nous. Elle aussi, désormais, avait appris à avoir peur. Ce soir-là, alors que je rangeais le linge, je suis tombée sur son journal intime caché sous son lit. Ma main s'est figée sur ce petit carnet rose. L'envie de l'ouvrir, de découvrir ce qu'elle ressentait, ce qu'elle pensait de Marcus, me dévorait. Mais on essayait de se refaire confiance. Alors je l'ai remis à sa place, sans l'ouvrir. Toute la vérité était peut-être là, une preuve aussi, mais y toucher aurait détruit quelque chose qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre. Je ne dormais plus vraiment. Chaque nuit, vers 3h du matin, je faisais le tour de l'appartement, vérifiais chaque verrou, jetais un œil derrière les stores. Une nuit, la voisine m'a surprise dehors, en train de sortir les poubelles, en pyjama, les cheveux en bataille et des cernes jusque-là. Elle m'a demandé si tout allait bien. J'ai marmonné quelque chose sur l'insomnie avant de rentrer en vitesse. Le lendemain après-midi,
La maîtresse d'Amélia m'a appelé. Elle était tombée sur Marcus à la banque. Il déposait un chèque, l'a reconnu, puis s'est effondré en parlant d'Amélia, lui demandant comment elle allait à l'école. L'enseignante s'en est énormément voulu, mais elle a répondu avant de réaliser la situation. Elle s'est excusée 1000 fois, mais c'était trop tard. Marcus savait désormais qu'Amélia avait des difficultés scolaires. Ce soir-là, ma sœur a appelé, avec la voix prudente de ceux qui craignent que tout s'écroule. Elle m'a fait remarquer que je lui rappelais maman après la mort de papa. La comparaison m'a giflé. Maman était tombée au fond du trou pendant des mois, persuadée que tout le monde lui voulait du mal, voyant des menaces partout. Ma sœur a ajouté qu'elle savait comment je pouvais réagir sous pression. L'allusion est restée en suspens entre nous. J'ai ouvert Facebook pour me changer les idées, mais je l'ai aussitôt regretté. Le groupe de parents de l'école était en pleine agitation. Marcus postait des appels à la prière, espérait des retrouvailles avec sa fille. Emoji qui pleure, cœur, une avalanche de messages de soutien, de prières, de conseils pour trouver un avocat spécialisé dans les droits des pères. Impossible de répondre sans passer pour la méchante, impossible de me défendre sans avoir l'air folle. Je regardais tout ça se mettre en place, impuissante. Le lendemain, j'ai tenté de rassembler des preuves du harcèlement de Marcus. Je tenais mon téléphone discrètement au supermarché, faisant mine d'écrire, alors que je le filmais. Au bout de quelques minutes, un responsable est venu. Un autre client s'était plaint que je filmais des gens sans leur accord, ce qui est interdit par le règlement. J'ai essayé d'expliquer, mais comment présenter « mon ex achète du lait » comme une menace crédible. On m'a demandé de quitter les lieux. Ce soir-là, j'ai remarqué quelque chose de bizarre sur notre compte Netflix. Sur le profil d'Amélia apparaissaient des programmes qu'on n'avait jamais vus ensemble, des animés violents, des documentaires criminels, des films d'horreur. Les horaires correspondaient au moment où elle était censée être chez Marcus. Il avait toujours le mot de passe. C'était lui qui choisissait ce qu'elle regardait, remplissant sa tête d'angoisse. 3 nuits blanches, ou presque. Les yeux qui piquent, les mains qui tremblent sans arrêt. J'ai soigneusement dosé le médicament anti-allergique d'Amélia. Du moins je le croyais. Elle s'est plainte du goût. J'ai vérifié le flacon. Je lui avais donné le double de la dose. La panique m'a submergée en appelant le centre anti-poison. Ils m'ont rassuré, mais préconisé un passage aux urgences pour surveiller. L'attente a duré 4 heures. Amélia somnolait sur un lit dur tandis que je remplissais des formulaires, tentant d'expliquer aux infirmières sceptiques comment j'avais pu me tromper. Elles ont tout noté, m'ont posé des questions sur mon état de fatigue et de stress. Tout est allé dans son dossier. Encore des munitions pour Marcus. Diane m'a écrit pendant qu'on attendait. Son mari lui avait lancé un ultimatum. Soit elle coupait tout avec cette histoire, soit il demandait le divorce. « Je te crois », écrivait-elle, mais elle ne pouvait pas risquer son couple pour ça. Elle avait ses enfants à protéger. Je comprenais, mais c'était comme si un pilier venait de s'effondrer de plus. Aller chercher Amélia à l'école était devenu une épreuve. Les parents chuchotaient dès que j'arrivais, les conversations s'arrêtaient, les enfants n'avaient plus le droit de venir jouer chez nous. Une mère a même tiré sa fille en arrière quand elle est venue faire un câlin à Amélia. J'ai appris plus tard qu'un groupe de parents inquiets circulait sur WhatsApp. Capture d'écran des posts de Marcus, discussion sur mon comportement prétendument instable, débat pour savoir s'il fallait prévenir la protection de l'enfance. Marcus avait un alibi pour l'incident de harcèlement grâce aux caméras de son immeuble. La vidéo le montrait rentrer chez lui à 14h47 et n'en ressortir qu'à 18h30. Sauf que je l'avais vu au magasin à 15h15. Il y avait un bug connu dans l'horodatage des caméras, mais essayez d'expliquer ça sans passer pour paranoïaque. Une vieille amie m'a recontacté pour me demander un service. Elle postulait en école d'infirmière, avait besoin d'une lettre de recommandation. Marcus était son tuteur de stage l'an dernier. Elle détestait demander, mais c'était sa meilleure référence. Tu comprends si je garde le contact avec lui? Juste pour le boulot, rien de personnel. Encore une alliée de moins, par nécessité. J'ai essayé d'éclaircir les soupçons de trafic qui pesaient sur Marcus, pensant aider, mais dire la vérité n'a fait qu'empirer les choses. Oui, j'avais laissé le père d'une copine d'Amélia la récupérer à l'école un soir. Oui, j'étais dépassée, et j'ai accepté l'aide de quelqu'un que je connaissais à peine. La vérité me faisait passer pour plus irresponsable qu'un mensonge. Quand j'ai finalement obtenu la prolongation de l'ordonnance de protection, j'ai ressenti un bref soulagement. À la sortie du tribunal, j'ai même laissé échapper un rire sec, un rire amer qui a résonné entre les bâtiments. De l'autre côté de la rue, un ami de Marcus filmait. Le soir même, la vidéo était en ligne. Une mère faite le fait d'empêcher le père de voir sa fille, accompagnée d'émojis en pleurs. Les commentaires étaient d'une violence inouïe. Ce soir-là, Marcus m'a envoyé un message d'un nouveau numéro. Une seule phrase avant que je le bloque. Tu aurais dû accepter la garde partagée. La menace était limpide. Ça ne s'arrêterait que lorsque l'un de nous deux craquerait. J'ai fait une capture d'écran, ajoutée à mon dossier de preuves qui ne faisait que s'alourdir. Mais preuves de quoi, au fond? Que j'étais divorcée? Que j'avais un ex furieux? Rien de tout ça ne prouvait un véritable harcèlement. Marcus avait entamé une relation avec Sarah, une mère célibataire dont la fille était dans la classe d'Amélia. Elle semblait sympathique, totalement étrangère à notre histoire. À la sortie de l'école, elle partageait des petites anecdotes sur les discussions qu'elle surprenait à la récré, racontant qu'Amélia paraissait dépassée ces derniers temps, qu'elle avait même pleuré à la pause. Sarah citait en passant le film préféré d'Amélia, évoquant une phrase sur le courage face à la peur. Marcus avait forcément dû la mettre au courant, mais comment le prouver? Le rapport concernant l'incident à la sortie de l'école donnait des versions opposées. J'avais expliqué que Marcus avait attrapé le bras d'Amélia quand elle s'était approchée trop près de la grille, tandis que lui affirmait simplement avoir pris sa fille en pleurs dans ses bras lorsqu'elle avait couru vers lui. Les images de la caméra ne servaient à rien, prises de trop loin, avec un mauvais angle. Et sans le son, chacun interprétait comme il voulait. La mémoire de mon téléphone s'est remplie de captures d'écran. Je me suis mise à les trier, puis je suis tombée sur de vieux messages de notre mariage. Des textos envoyés pendant ma dépression post-partum. Je n'arrive pas à gérer Amélia aujourd'hui. Pourquoi avons-nous eu des enfants? Il faut que tu la prennes avant que je craque.
Tout s'écrit dans mes pires moments, là où je me noyais et suppliais qu'on me vienne en aide. Aujourd'hui, il pourrait servir de preuve pour affirmer que je suis une mauvaise mère. Amelia est rentrée de l'école en répétant quelque chose d'étrange. Sa maîtresse avait demandé quels étaient ses projets pour l'été, et Amelia avait répondu « Papa lui a dit que maman devrait peut-être partir pour aller mieux. » L'enseignante me l'a signalé, inquiète. Marcus préparait le terrain, semait des idées pour qu'Amelia s'habitue à l'idée de me perdre. La caméra de la porte de notre voisine m'a filmé un soir en train de traîner une Amelia en larmes à l'intérieur. Elle s'était fait une écharde sur l'air de jeu et paniquait à l'idée de la pince à épiler. Sur la vidéo, sans le son, on aurait cru voir une mère forçant sa fille à rentrer contre son gré. Ma voisine m'a dit qu'elle avait gardé la vidéo, au cas où, sans préciser au cas où quoi. L'avocat de Marcus a déposé une requête pour que les visites deviennent surveillées, en m'accusant d'aliénation parentale. L'audience n'aurait lieu que dans 2 mois, mais la requête était déjà publique, donnant encore matière à ragot parmi les autres parents. Une preuve de plus que j'étais la mère déraisonnable qui privait son enfant de son père. J'ai découvert que Marcus avait encore accès au dossier médical d'Amelia. Le mot de passe n'avait jamais changé depuis notre mariage. Dans son historique de navigation, des recherches sur le syndrome d'aliénation parentale et la manipulation des témoignages d'enfants. J'ai changé le mot de passe, mais c'était trop tard. Il avait déjà téléchargé des années de documents. Ses stories Instagram étaient devenues une arme psychologique. Il postait des photos de chaque endroit où j'étais passé, le même café 20 minutes après moi, la même station-service, la même pompe, 1 heure plus tard. Jamais au même moment, toujours à des horaires prouvant qu'il était arrivé après mon départ, comme pour se créer des alibis, tout en me montrant qu'il suivait chacun de mes mouvements. Ma nouvelle thérapeute prenait des notes pendant que je lui exposais la situation. Quand j'ai mentionné que parfois je rêvais que Marcus disparaisse, elle s'est arrêtée d'écrire et m'a demandé ce que j'entendais par là. J'ai précisé qu'il parte vivre ailleurs, qu'il se désintéresse, qu'il trouve quelqu'un d'autre à harceler. Elle a repris ses notes. Plus tard, j'ai appris qu'elle était obligée de signaler ce genre de propos comme menace potentielle. J'ai tenté d'enregistrer Marcus à la sortie suivante de l'école, tenant mon téléphone comme si je consultais des messages alors que la caméra filmait. Il l'a remarqué tout de suite. Sa voix a résonné dans la cour. Il a demandé bien fort pourquoi je filmais des enfants. Les parents se sont retournés, les enseignants ont remarqué, la sécurité est intervenue. J'ai effacé la vidéo et je suis partie précipitamment, le visage brûlant de honte. Le rituel de la sortie à 15h est devenu une partie d'échecs. Marcus arrivait chaque jour vers 14h45 pour s'installer, toujours à 30 mètres de l'école, entouré d'autres parents, campant le rôle de la victime. J'ai commencé à arriver à 15h10, mais Amelia était alors angoissée, ne comprenant pas pourquoi je mettais tant de temps. Quoi que je fasse, c'était perdu d'avance. La conseillère scolaire m'a appelé à propos d'une plainte anonyme envoyée à l'académie. Quelqu'un l'accusait de favoriser l'aliénation parentale en ne facilitant pas les contacts entre Amelia et Marcus. Son poste était menacé. Elle avait 3 enfants à nourrir, m'a-t-elle confié. Elle continuerait à m'aider autant que possible, mais elle devait maintenant faire attention. Encore un soutien qui s'effritait. J'ai remarqué que Marcus portait le même parfum que mon père, cette odeur associée au dîner de Noël et aux accolades d'anniversaire. Il l'associait à des phrases issues de notre mariage. « Coucou, mon rayon de soleil », disait-il à Amelia avec les mêmes mots qu'autrefois dans nos moments heureux. Le visage d'Amelia s'assombrissait, déchiré entre la douceur du passé et la peur du présent. Marcus a fait transmettre une proposition par son avocat. Droit de visite surveillé dans un centre thérapeutique. Il abandonnerait l'accusation d'aliénation si je retirais les plaintes pénales, tout cela présenté comme étant dans l'intérêt de la guérison d'Amelia. Mon avocate a jugé la demande raisonnable, expliquant que les juges aiment voir des parents coopératifs. Mais je ne pouvais pas après tout ce qu'il avait fait. Mon refus est rapidement devenu public. Un post Facebook sur le groupe des parents. La maman refuse de laisser sa fille tourner la page avec son père. Elle préfère la vengeance à la guérison. Les commentaires ont afflué. Certains insinuaient que j'étais la manipulatrice, que j'utilisais Amelia comme un pion, que quelqu'un devrait enquêter sur moi. En relisant mon dossier, j'ai découvert une erreur qui m'a glacé le sang. L'incident où Marcus avait blessé Amelia, je l'avais déclaré comme s'étant produit un lundi, alors qu'en vérifiant, c'était un mardi. Ma plainte était donc entachée d'une faute qui pouvait tout remettre en question. J'ai appris qu'Amelia et Marcus enregistraient tous les deux. Sa tablette était remplie de vidéos destinées à montrer aux juges ce qui se passe vraiment. Certaines m'aidaient, d'autres me montraient en train de pleurer dans la salle de bain, submergée. Marcus avait aussi ses propres enregistrements. La réalité était un chaos, complexe, loin du dossier clair et net que j'espérais. L'accusation de trafic est tombée à l'eau, encore une fois. Marcus avait inscrit Amelia à des cours de théâtre pour la préparer à témoigner. Le professeur était un homme, mais les cours étaient parfaitement en règle. Mon accusation avait tout d'une réaction paranoïaque. Encore un peu de crédibilité envolée. Ma mère s'est retrouvée face à un dilemme impossible. Me soutenir ou préserver son amitié avec la mère de Marcus, qu'elle côtoyait à l'église depuis 20 ans. Elles avaient partagé les mêmes groupes d'études bibliques, les mêmes cercles d'amis. En choisissant de rester neutre, elle refusait de témoigner sur la violence dont elle avait pourtant été témoin. Dans leur communauté, la vie de l'église comptait plus que tout. Petit à petit, j'ai commencé à adopter les méthodes de Marcus. Je me suis rapprochée de la sœur de la copine de Sarah sur Facebook. Je la croisais par hasard, dans les cafés, grappillant des informations au détour de conversations sans importance. J'apprenais à connaître ses habitudes, ses failles, au point de ne plus me reconnaître moi-même. Un jour, je suis tombée sur le parrain AA de Marcus dans notre ancien café. On a parlé de la météo tout en glissant des sous-entendus. J'ai laissé entendre que Marcus était particulièrement tendu ces derniers temps, que je craignais pour sa sobriété sous la pression. J'ai vu son visage se fermer. J'avais semé le doute, mais un profond malaise m'a envahi. Finalement, mon avocate a fait saisir la tablette d'Amelia par voie officielle. Les vidéos étaient accablantes. On voyait Marcus souffler mot à Amelia ce qu'elle devait dire sur sa mère. Mais il y avait aussi des images où elle semblait vraiment terrifiée, vraiment blessée.
La frontière entre vérité et mensonge devenait si floue que moi-même, je ne savais plus que croire. L'ex de Marcus à la fac m'a contacté. Elle avait entendu parler de mon histoire et voulait m'aider. Elle avait, elle aussi, des récits de violence et de manipulation, mais exigeait de l'argent pour témoigner. 5 000 €, une somme que je n'avais pas. La justice avait un prix inaccessible. Mener 2 batailles à la fois m'obligeait à des choix impossibles. Privilégier l'avocate pénaliste ou celle spécialisée en garde d'enfants. Payer la thérapie d'Amelia ou mettre de l'essence pour aller travailler. J'ai manqué une séance de thérapie pour rencontrer le procureur, ce que la thérapeute a immédiatement noté comme un non-respect du plan de traitement. Un point de plus contre moi. Mes cartes bancaires étaient en toutes bloquées, englouties par les frais d'avocat, de thérapie, de garantie. Et pendant ce temps, Marcus continuait d'utiliser notre ancien compte commun que j'avais négligé de fermer, finançant sa défense avec de l'argent qui, en partie, m'appartenait. La banque refusait de bloquer le compte sans décision de justice. On s'est retrouvés par hasard chez le glacier préféré d'Amelia. Je l'y avais emmené pour la consoler après une semaine éprouvante. Marcus est arrivé avec Sarah et sa fille. Les jeunes serveurs ont senti aussitôt la tension. Amelia est restée figée, partagée entre nous deux. Marcus a proposé qu'on s'installe tous ensemble. Pour les enfants, j'ai refusé. Le ton est monté, et le gérant nous a priés de quitter les lieux. Amelia s'est renfermée encore davantage. Au travail, mes évaluations étaient catastrophiques. Absence à répétition, coup de fil personnel, manque de concentration, d'implication. Mon patron m'a annoncé la couleur, à la fois compatissant et ferme. L'entreprise avait été patiente, mais il fallait avancer. J'avais 15 jours pour redresser la barre, sinon c'était la porte. Malgré tous mes efforts, le licenciement n'a pas tardé. Un client s'était plaint que mes soucis personnels nuisaient au service. Il se trouvait que ce client était ami avec la nouvelle compagne de Marcus. Coïncidence ? Impossible à prouver. L'allocation chômage n'arriverait pas tout de suite. Mes économies étaient reparties, mes cartes de crédit saturées. La réalité m'est tombée dessus. Ma sœur m'a proposé d'emménager dans son sous-sol. Un lit, une place, une commode, une odeur persistante de litière pour chat. Amelia dormirait sur le canapé. C'était humiliant, mais je n'avais pas le choix. Pendant ce temps, Marcus postait des photos de la chambre d'Amelia dans son appartement. Murs roses, meubles neufs, peluches parfaitement alignées, tout semblait prêt pour l'accueillir. Mais c'est l'intervention de mon père qui m'a le plus bouleversée. Il avait fait 3 heures de route pour me voir et s'était assis dans la cuisine de ma sœur, l'air plus fatigué que jamais. Il m'a supplié de penser à ce que tout cela infligeait à Amelia, m'a dit que j'étais en train de devenir comme Marcus, obsédée, destructrice, incapable de voir au-delà de ma propre souffrance. Ces mots m'ont atteinte en plein cœur, car au fond, j'avais peur qu'il ait raison. J'ai commencé à fouiller du côté des collègues de Marcus, cherchant à mettre au jour un schéma de comportement au travail. J'appelais en me faisant passer pour une recruteuse, posant des questions sournoises. Mais une collègue a parlé de mon appel à sa supérieure et s'est retrouvée sanctionnée pour appel personnel. Son mari m'a appelé, furieux. Leur fille avait entendu la dispute et demandé pourquoi sa mère pleurait. J'avais provoqué des dégâts collatéraux juste pour prouver ce que je savais déjà. La collègue a coupé tout contact, son couple a souffert à cause de la perte de revenus liée à son avertissement. Elle économisait pour l'anniversaire de sa fille, mais cet argent est parti dans les factures. Tout ça parce que je ne savais pas m'arrêter, parce que je voulais à tout prix démontrer que Marcus était toxique. Mais je ne pouvais pas lâcher prise. Chaque minuscule victoire me semblait cruciale. Chaque preuve pouvait tout changer, même si tout s'écroulait autour de moi. Même si Amelia s'éloignait encore plus. Je continuais. L'enquête prenait toute la place. Ma sœur m'a trouvé un soir à 2 heures du matin, l'ordinateur allumé, entouré de mails et de textos imprimés. Elle m'a demandé ce qui se passerait si, depuis le début, c'était le tribunal qui avait raison, si Marcus était vraiment le meilleur parent. J'ai été incapable de répondre. Le doute qu'elle avait semé s'est immiscé en moi, rongeant mes certitudes comme un poison. J'ai décidé de rendre publiques mes difficultés. J'ai écrit sur Facebook au sujet de ma dépression postpartum, du contexte derrière certains anciens messages, de la façon dont Marcus avait utilisé mes pires moments contre moi. Certains ont compris, d'autres y ont vu la preuve de mon instabilité. Les commentaires sont vite devenus un champ de bataille. La tablette d'Amelia renfermait plus que des vidéos où elle était coachée. Il y avait aussi des images de moi pendant le mariage, pleurant dans la salle de bain, suppliante pour 5 minutes de répit. Marcus enregistrait tout depuis des années, préparant son dossier dans l'ombre. La trahison m'a frappée, même si ces vidéos dataient. L'avocat de Marcus a déposé une nouvelle requête, cette fois en m'accusant de manipuler Amelia contre lui, en s'appuyant sur ses séances de thérapie comme preuve. La thérapeute avait noté la réticence d'Amelia à parler de son père. Était-ce une réaction normale à un traumatisme ou bien une influence de ma part? C'est le tribunal qui trancherait. J'ai vraiment pris le temps d'observer Marcus pendant le ramassage. J'ai scruté au-delà des apparences. J'ai perçu cette fatigue ancrée chez lui, le léger tremblement de ses mains, ce sourire factice qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Il était sincèrement persuadé de sauver Amelia. Dans son monde, j'incarnais le monstre et lui, le chevalier blanc. Sa certitude, tout droit sortie de son délire, faisait froid dans le dos. Comprendre ce qui le poussait n'arrangeait rien à la situation. Un mélange de véritable inquiétude et de besoin maladif de tout contrôler, un amour déformé par la possession. Pour lui, la frontière entre protéger Amelia et la garder sous son emprise n'existait pas. Chacune de ses actions se trouvait justifiée par la peur profonde que je puisse lui nuire. Même ses mensonges partirent d'une réalité tordue. Je me retrouvais à devoir choisir entre 2 horreurs. Amelia aurait vraiment eu besoin d'une aide psychologique, mais chaque séance devenait une arme potentielle pour Marcus. J'avais promis de ne jamais la forcer à parler de son père. Pourtant, la psychologue avait besoin de vérité pour l'aider. Rompre cette promesse aurait été une trahison, mais la garder condamnait Amelia au silence. Avant, j'aurais tout fait pour préserver sa confiance. Mais il me fallait des preuves. Il me fallait que la thérapeute constate elle-même les dégâts causés par Marcus. Alors j'ai incité Amelia à se livrer franchement pendant les séances. Je lui ai assuré qu'elle pouvait tout dire sans crainte.
J'ai vu sa confiance vaciller, puis disparaître. Après une séance, je suis tombée sur son journal, cette fois bien caché. Elle y décrivait ses cauchemars, la voix de son père qui la hantait, sa peur constante. Toutes ces notes dataient d'après nos rendez-vous. La thérapie portait ses fruits, mais à quel prix pour notre relation? Un petit soulagement est venu avec la mise en place des visites surveillées. Marcus pouvait voir Amelia uniquement dans un centre, sous l'œil d'un travailleur social. Malgré cette victoire, le goût était amer quand j'ai vu Amelia s'effondrer en sortant. Son père lui manquait, malgré tout. C'est sur ce parking que nous avons pleuré ensemble, chacune pour ses propres raisons. Marcus, de son côté, a brandi l'argument de l'aliénation parentale, dès qu'Amelia a refusé de le voir la fois suivante. Elle s'était réfugiée en pleurs sous son lit. J'ai dû la porter jusqu'à la voiture, avant de rebrousser chemin devant sa panique. L'assistante sociale a simplement noté son refus. Pour l'avocat de Marcus, c'était la preuve de ma manipulation. L'issue du dossier reposait sur la procédure pénale. Le procureur a étudié nos éléments avec sérieux, rappelé l'exigence de preuves concrètes. Les jurés attendirent des photos, des marques visibles, pas des pleurs. Les violences psychologiques, aussi criantes soient-elles, restaient difficiles à sanctionner. Le témoignage de la compagne de Marcus pouvait aider, mais ne suffirait pas à faire pencher la balance. J'ai repensé au pédiatre d'Amelia, le docteur Martinez, qui au fil des années avait constaté des bleus douteux, noté qu'Amelia expliquait que son père s'énervait quand elle pleurait, mais avait rangé tout cela dans la case des soucis disciplinaires classiques. Jamais signalés, jamais approfondis. J'ai appuyé sur sa culpabilité, rappelé ses obligations, les bleus qu'elle avait photographiés puis oubliés. Elle a accepté de transmettre le dossier médical, mais refusa de témoigner. Sa peur d'un contrôle sur son cabinet était plus forte que ses remords. Les documents diraient tout d'eux-mêmes. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Un bleu sur le bras gauche à 4 ans, Amelia disait être tombée. Un bleu dans le dos à 5 ans, elle aurait couru. Une marque en forme de main à 6 ans, sans explication. Le docteur Martinez consignait tout, précisant que cela correspondait toujours aux explications de l'enfant. Cette cécité professionnelle, on la retrouvait page après page. Le système nous avait abandonnés tant de fois. Les professeurs préféraient détourner le regard, les médecins notaient les coups sans jamais poser de questions. La famille fermait les yeux pour éviter les conflits. Chacun s'accommodait volontiers d'une ignorance confortable face à une vérité trop dérangeante. La nouvelle compagne de Marcus a fini par découvrir un détail glaçant. Il s'entraînait devant le miroir à se donner le rôle de la victime, se filmait en train de pleurer pour des accusations fictives, peaufinait sa plainte en diffamation contre moi. Elle croyait qu'il tentait d'affronter son traumatisme alors qu'il répétait simplement sa version des faits. D'autres éléments ont émergé. Marcus avait zappé le dernier anniversaire d'Amelia pour voir ses avocats, organisé des réunions en plein spectacle scolaire, manqué les histoires du soir pour réviser le droit de la garde. Son obsession de la victoire avait effacé toute trace d'amour pour sa fille. J'ai enfin compris une chose essentielle. Peu importe ce qui arriverait, Amelia aimerait toujours son père. Rien ne changerait cela. Il resterait pour elle celui qui lui avait appris à faire du vélo, qui chantait des chansons absurdes le soir. La violence n'efface pas l'amour. Les deux coexistent, entremêlés de façon inextricable. Accepter cette réalité, c'était se préparer à un long processus de reconstruction, sur des années et non des mois. Amelia aurait à se débattre avec sa loyauté, sa culpabilité, aimer une personne qui lui avait fait du mal. Elle m'en voudrait de l'avoir éloigné de lui, tout en ressentant le soulagement de ne plus le voir. Ce nœud mettrait longtemps à se défaire. L'assurance excessive de Marcus est devenue son talon d'Achille. Il parlait déjà de réunification parentale, avant tout changement de garde, partageait des articles sur les liens père-fille. Cette suffisance trahissait ses intentions. Les captures d'écran révélaient la préméditation, toute une scénarisation qui sapait son portrait de victime. J'ai rassemblé tout ce dossier pour le procureur, sans affect, exposant vidéos, dossiers médicaux et témoignages comme on déroule un cas d'école, en gardant un ton posé, professionnel. Marcus m'avait appris l'importance de la mise en scène, la mienne reposait sur la retenue, la maîtrise, la crédibilité. L'enquête pénale a officiellement démarré. Les enquêteurs ont interrogé enseignants, voisins, membres de la famille. L'affaire dépassait largement notre conflit. Marcus a pris un ténor du barreau. L'enjeu dépassait la garde alternée, il jouait sa liberté. Nous nous préparions à livrer bataille, mais nous étions déjà vidés, seuls, dévastés. Notre fille, prise en étau, aimait chacun de nous sans pouvoir faire confiance à personne. Quelle que soit l'issue, la victoire serait amère, certains dégâts irréparables. Les dossiers médicaux sont arrivés par coursier 3 jours plus tard. Je les ai étalés sur la table de la cuisine de ma sœur. Chaque page exposait une occasion ratée. Le docteur Martinez avait photographié les hématomes, noté la peur dans les propos d'Amelia, remarqué des changements dans son comportement. Les preuves étaient là depuis le début, noyées au milieu des visites de routine. C'est alors que le neveu de Marcus m'a abordé au supermarché. Le garçon m'a demandé « Pourquoi tu ne laisses plus oncle Marcus voir Amelia ?» Sa question, toute simple, m'a touché bien plus qu'une accusation directe. Je lui ai dit que parfois, les adultes ont besoin de prendre leur distance, ce qu'il a accepté d'un air sérieux avant de me confier qu'oncle Marcus pleurait beaucoup en ce moment. L'audience préliminaire est arrivée plus vite que je ne l'aurais imaginé. J'ai passé des heures dans le couloir du tribunal, à regarder défiler enseignants et membres de la communauté venus témoigner. Rien qu'à la façon dont ils s'installaient, on devinait d'emblée de quel côté ils penchaient. Certains s'approchèrent du procureur, d'autres restaient à l'écart. Marcus est arrivé avec son avocat, s'agitant nerveusement sur sa cravate, ce geste qu'il avait déjà du temps de notre mariage. Dans la salle, chacun révélait sa fatigue à sa manière. Mes mains tremblaient quand je triais les papiers. Marcus se frottait sans arrêt les tempes, la mâchoire crispée. Des mois de tension nous avaient épuisés, rongés par l'insomnie et l'angoisse. Les preuves ont été présentées, à commencer par les vidéos de la tablette d'Amelia. Le procureur les a diffusées l'une après l'autre. On y voyait Marcus dicter à Amelia ce qu'elle devait dire sur sa mère. Ensuite sont arrivés les dossiers médicaux, chaque marque notée avec une précision glaçante.
Les enseignants ont pris la parole à leur tour pour parler de changements qu'ils avaient remarqués chez Amelia, sans jamais intervenir. L'ensemble brossait un tableau très clair. La mère de Marcus a finalement été appelée à témoigner, à la surprise générale. Elle a admis avoir tenté de lui faire comprendre qu'il devait se montrer plus doux avec Amelia. Mais son témoignage semblait surtout dicté par la peur d'être impliquée, plus que par la volonté de nous aider, et confirmait malgré tout ce qui avait été observé. Elle fuyait nos regards. Le juge a alors ordonné des expertises psychologiques en urgence. Marcus devait être évalué sur la gestion de sa colère et son aptitude à être père, tandis qu'Amelia aurait droit à une thérapie axée sur le traumatisme, prise en charge par le tribunal. Les résultats de ces évaluations orienteraient la suite, pour la justice comme pour la garde. La psychologue désignée pour Amelia a témoigné après seulement 3 séances. Elle a évoqué des signes de traumatisme compatibles avec une manipulation et un conditionnement émotionnel, une vigilance excessive, l'envie permanente de plaire aux adultes, la confusion entre ses souvenirs et ce qu'on lui avait soufflé de dire. Tous les signes d'une maltraitance psychologique, même si la violence physique restait plus dure à prouver avec certitude. Le procureur, en privé, nous a exposé nos options. Les éléments montraient un schéma d'abus émotionnel constant, de manipulation. La violence physique était probable mais difficile à établir sans faille. Marcus risquait d'être poursuivi pour mise en danger d'enfant, voire pour violence selon ce qu'on réussirait à prouver. C'est au moment de sa déposition que Marcus a craqué. Il était persuadé que je lui avais arraché sa famille, persuadé d'avoir simplement cherché à survivre. Mais cette fois, ses larmes étaient réelles, sans mise en scène, le reflet d'une détresse face à la perte de contrôle de sa propre histoire. Son avocat a demandé une interruption d'audience. Quand l'audience a repris, on m'a invité à faire une déclaration sur les conséquences des faits pour la suite de la procédure. J'ai pensé à la sanction maximale, à l'idée de le voir payer pour tout ça. Mais Amelia avait surtout besoin d'un père qui accepte de se soigner. J'ai donc demandé au procureur de privilégier une obligation de soins et des cours de parentalité à une longue peine de prison. Les négociations se sont alors accélérées. L'avocat de Marcus a compris que la partie était perdue. Ils ont proposé un accord. Marcus plaiderait coupable pour mise en danger d'enfant, avec obligation de suivre une thérapie. Il évitait ainsi un procès, mais reconnaissait les faits, ce qui renforçait notre dossier pour la garde. Marcus a accepté l'accord 2 semaines plus tard. Devant le juge, il a avoué avoir manipulé émotionnellement notre fille. Les mots étaient hésitants, presque forcés, mais légalement irréfutables. Il a écopé de 2 ans de probation, d'une thérapie obligatoire et de cours de parentalité, avant de pouvoir envisager des visites. Du côté de la communauté, la réaction ne s'est pas fait attendre. Ceux qui s'étaient inquiétés de certains comportements se sont sentis confortés. D'autres, convaincus par la version de Marcus, ont eu du mal à admettre la vérité. L'ambiance a changé, notamment devant l'école. Certains parents se sont excusés de n'avoir rien vu, d'autres, mal à l'aise, ont préféré garder leur distance. J'ai alors entamé ma reconstruction, presque à la lettre. J'ai trouvé un petit appartement près de ma sœur, plus sûr, et suivi une formation à distance en codage médical via Pôle emploi. Ce n'était pas le poste le plus gratifiant, mais il me permettait de travailler chez moi et de rester disponible pour Amelia, avec la stabilité qui nous manquait tant. Amelia a continué sa thérapie, 2 fois par semaine. Les progrès étaient lents. Elle apprenait peu à peu à distinguer ses vrais souvenirs de ceux qu'on lui avait soufflés, à apprivoiser la confusion d'aimer quelqu'un qui lui avait fait du mal. Parfois, certaines séances la mettaient en colère contre moi, parce que j'avais éloigné son père. D'autres lui apportaient un soulagement, parce qu'elle n'était plus obligée de faire semblant. Le droit de visite encadré qu'avait fixé le tribunal ne commencerait qu'après 1 an de suivi pour Marcus. Des rapports mensuels décideraient si et quand les visites pourraient reprendre, Amelia pouvant donner son avis via sa thérapeute. Enfin, sa voix était entendue. Les réseaux sociaux de Marcus sont restés silencieux après l'accord. La version qu'il avait minutieusement construite s'est effondrée avec ses aveux. Certains de ses soutiens ont disparu aussitôt. D'autres s'accrochaient à l'idée que j'avais tout orchestré, refusant de reconnaître qu'ils avaient été bernés. La fracture dans la communauté promettait de durer. Pour me remettre à flot financièrement, j'ai lancé une procédure de surendettement. Les frais d'avocat avaient vidé mon compte, mais repartir à zéro était finalement salutaire. J'ai trouvé un travail de saisie de données la nuit, pendant le sommeil d'Amelia. Ce n'était pas l'idéal, mais ça payait les factures en attendant la fin de la formation. Il a fallu 6 mois avant qu'Amelia ne parle à nouveau spontanément de Marcus. Elle a demandé si papa allait mieux. Je lui ai expliqué qu'il suivait une thérapie pour apprendre à mieux gérer ses émotions. Elle a hoché la tête, pensive, puis s'est replongée dans ses devoirs. Nos progrès se mesuraient à ces moments de calme retrouvés. L'ordonnance de protection est devenue définitive, avec des ajustements pour de futurs droits de visite encadrés. Marcus avait terminé ses cours obligatoires et avait transmis les attestations par l'intermédiaire de son avocat. Chaque étape nous rapprochait du moment où il faudrait aborder la coparentalité, cette fois sous l'œil attentif de professionnels. De mon côté, j'ai intégré un groupe de soutien pour les victimes de violences psychologiques. Entendre des récits semblables aux nôtres m'a permis de prendre du recul et de relativiser notre propre histoire. D'autres étaient repassés par là avant nous. La reconstruction, lente et fragile, les émotions contradictoires, le défi d'accompagner son enfant après un traumatisme tout en essayant de se réparer soi-même. Peu à peu, les notes d'Amelia se sont améliorées à mesure que la maison retrouvait un peu de stabilité. Son enseignante notait moins d'anxiété, plus d'envie d'aller vers les autres. Amelia s'est inscrite au club d'art plastique et a trouvé dans la peinture un moyen de s'exprimer, les couleurs vives ayant peu à peu remplacé les thèmes sombres qui dominaient auparavant. J'ai décroché ma certification en codage médical juste avant la fin de mes droits au chômage, ce qui m'a permis de trouver un poste à distance dans une clinique près de chez nous, avec des horaires adaptés à ceux d'Amelia. Au bout de 3 mois, la mutuelle a pris effet.
Toutes ces petites victoires contribuaient à bâtir un semblant de stabilité. La mère de Marcus a repris contact par le biais de mon avocat, sollicitant des appels téléphoniques encadrés avec Amelia. La thérapeute nous a conseillé d'attendre qu'Amelia manifeste elle-même le désir de renouer. Plusieurs mois ont passé avant qu'elle ne demande des nouvelles de sa grand-mère. Nous avons alors organisé des appels en présence de la thérapeute, en reconstruisant les liens avec précaution. Notre nouvel appartement n'avait rien à voir avec l'ancien. Amelia a décoré sa chambre avec ses œuvres du club d'art. On a instauré de nouvelles habitudes. Soirée film le vendredi, sortie au parc le samedi, cuisine à 4 mains le dimanche. On voulait créer de nouveaux souvenirs pour atténuer les plus douloureux. L'échéance du programme imposé à Marcus approchait. Son thérapeute a transmis des rapports faisant état de progrès en gestion de la colère et en prise de responsabilité. Le tribunal devait bientôt se prononcer sur les modalités du droit de visite surveillée. La thérapeute d'Amelia l'avait préparée à cette éventualité, afin qu'elle puisse exprimer ses sentiments ambivalents en toute sécurité. Au fil de ce parcours, j'ai compris à quel point j'avais changé. J'avais perdu ma naïveté, mais gagné des limites claires et une force nouvelle, capable de s'orienter dans des systèmes qui nous avaient laissé tomber, de défendre nos droits, de tout reconstruire à partir de rien. La survie m'avait transformée. Un jour, Amelia a voulu écrire une lettre à Marcus pour son anniversaire. Sa thérapeute l'a aidée à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait, à dire ce qui lui manquait, ce qui lui faisait peur, tout en espérant qu'il apprenne à devenir meilleur. La lettre est passée par les avocats, pour préserver les limites instaurées. 2 ans après le passage au tribunal, j'ai observé Amelia lors de la rentrée au collège. Je l'ai vue discuter avec de nouveaux camarades, l'air détendu, un vrai sourire aux lèvres. Nous étions encore toutes les deux en thérapie, toujours en train de digérer ce que nous avions vécu. De son côté, Marcus poursuivait son parcours imposé avant que les visites surveillées ne puissent reprendre. La fin n'a pas été brutale ni définitive. La justice est arrivée doucement, à travers un système loin d'être parfait. Ce qui nous a permis de tenir, c'est la ténacité, le fait de tout consigner, le soutien de notre entourage et l'aide de professionnels. Certains liens ne seront jamais plus les mêmes, d'autres se sont renforcés dans l'épreuve. Je repensais à la mère que j'étais dans cette salle d'audience, désespérée, effrayée, isolée. Aujourd'hui, j'étais assise à la réunion de rentrée, j'avais un emploi, un logement, entourée d'autres parents qui se débattaient eux aussi avec leurs difficultés. Amelia m'a aperçue de l'autre côté du gymnase, elle m'a fait signe, j'ai répondu d'un geste. La bataille pour la garde était terminée, mais le chemin n'était pas fini pour autant. On avançait, étape par étape, entre les séances chez le psy, les routines rassurantes, les petits bonheurs du quotidien. Marcus reviendrait un jour dans la vie d'Amelia, sous étroite surveillance. Nous verrions venu le temps de l'affronter. Pour l'instant, on se concentrait sur le présent, les devoirs, le dîner, le club d'art, les projets de codage, à construire une vie qui nous semblait enfin sûre et pérenne. Le traumatisme ferait toujours partie de notre histoire, mais il n'imposait plus sa loi à chaque instant.